Et c'est une analyse avec Xavier Aimant, qui est rédacteur en chef de Livre Arbitre et rédacteur en chef adjoint de la revue Éléments. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour. Vous avez prévu de nous parler de la gaieté lyrique. Tout à fait. Elle rouvre ses portes. Après quelques mois de fermeture, la gaieté lyrique ressort encore plus ardente dans ses valeurs. La culture n'a de sens que si elle prend soin. Notre réouverture sera progressive, patiente, à l'image de cette attention. Nous ouvrirons nos portes aussi souvent que possible pour faire revivre ce projet avec vous. Chaque événement portera cette conviction. La culture ne guérit pas tout, mais elle peut prendre soin. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est beau, on a envie. Et oui, et en effet, aujourd'hui, pour ce vendredi, je voulais donc qu'on parle de culture, hein, de grande culture même. Et qui dit culture dit donc lieu de culture. Ben oui. Lieu de culture, c'est temple Parisien. des arts et de la créativité que le monde entier nous envie. Et donc, parmi ceux-ci, évidemment, la gaieté lyrique. Donc je vais revenir un peu sur l'histoire, les dernières aventures de cet établissement, parce que c'est quand même assez croquignolé. Situé au cœur du 3e arrondissement, le théâtre lyrique a été reconverti en 2011 en centre dédié aux musiques actuelles et aux arts numériques. Alors depuis lors, c'était un haut lieu de la branchitude boboesque entre exposition d'art conceptuel et cocktail vegan de soutien aux Indiens du Chiapas. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes technicarto-téléramesque jusqu'au drame, au drame survenu le 10 décembre 2024. En effet, à cette date, le théâtre a été envahi, puis occupé par plus de 200, puis 400 migrants clandestins, se proclamant bien entendu mineurs isolés, malgré le physique de trentenaires bien tassés d'une grande partie d'entre eux. Alors évidemment, soudain, le spectacle vivant, citoyen et inclusif prenait une autre tournure. En effet, cornaqués par les habituelles associations professionnelles pro-migrantes, banderoles déployées et slogans scandés, les nouveaux arrivants se sont durablement installés dans les lieux, provoquant la fermeture au public et donc l'annulation de toutes les activités du théâtre. Et là, étrangement, le personnel du lieu n'a pas semblé absolument ravi de cette subite cohabitation avec une population pourtant tant vantée, aimée et admirée dans leurs habituels discours. Légèrement gênée aux entournures, la directrice, Juliette Donadieu, s'était alors fendue d'un communiqué souhaitant bien le masochisme embarrassé et proclamant « On subit, mais on valide les revendications ». Mais rapidement, malheureusement, la situation s'est dégradée entre bureaux et loges transformés en dortoirs, conditions d'hygiène dignes d'une rave-party sauvage au Bangladesh, nombreuses violences et plusieurs débuts d'incendie. Alors là, la ville de Paris, qui est propriétaire des murs, a appelé l'État au secours, mais personne n'a bougé. Résultat, 3 millions d'euros de pertes pour le théâtre, des salariés tous en droit de retrait, et un tribunal administratif qui finit par ordonner l'évacuation des lieux. Mais celle-ci n'est arrivée qu'en mars 2025, après 100 jours de chaos. Alors au passage, on notera, parce que c'est amusant et intéressant, que la rédaction du fanzine Antifa, fanzine spécialisé dans la délation policière, Street Press, occupait une partie des locaux du théâtre, et elle non plus n'a pas semblé beaucoup apprécier la promiscuité avec ceux qui sont pourtant censés être ses petits protégés et l'objet de toutes ses attentions. Les valeureux gauchistes ont en effet rapidement mis un terme à cette cohabitation interculturelle et ont courageusement quitté les lieux pour mener leur activité de basse police dans un cadre plus apaisé et plus sécurisé. Bon, déjà là, on était pas mal dans le registre de la farce tragicomique, hein, mais le meilleur restait encore à venir, et c'est ce que vous avez évoqué au début d'émission, car en effet, après 10 mois de fermeture pour remettre les locaux en état, la Gaieté Lyrique a donc rouvert ses portes le 11 septembre dernier en programmant, devinez quoi, vous l'avez dit, eh bien une rencontre sur l'expérience des migrations à travers les générations, suivie d'un festival Read and Shine, le 13 et 14 septembre suivant, un événement, je cite, littéraire, féministe et antiraciste, organisé par l'association Overbooké. Alors au menu de ces festivités, table ronde sur l'intersectionnalité, atelier d'écriture pour acteurs et actrices du livre Racisés et engagés, DJ7, dédicaces et lecture de drag queen pour les enfants dès l'âge de 5 ans. Formidable. C'est un bon âge pour commencer oui. ce genre de lecture. Et tout ça, bien sûr, pour célébrer la résistance face à la montée de l'extrême droite. Mais oui. C'est fascinant. Il faut dénoncer ça. C'est quand même fascinant et c'est un magnifique exemple de syndrome de Stockholm ou plus prosaïquement de bêtises crasses et indécrottables. En réalité, une fois débarrassés du réel et de ses conséquences concrètes, grâce à l'intervention musclée des CRS que par ailleurs ils détestent et méprisent, toutes ces grandes âmes se sont donc immédiatement replongées dans leur lubie
et utopie désincarnée, réfugiés dans un monde parallèle, celui d'une idéologie totalement hors sol et militant pour l'avènement d'un monde qu'ils sont incapables d'assumer au quotidien. Et c'est formidable, je crois que tout est dit. La Gaîté Lyrique, donc c'est place je ne sais quoi, donc en face du Centre National des Arts et Métiers, Oui, c'est ça, du côté du boulevard Sébastopol. Voilà, donc c'est un grand bâtiment 19e qui était effectivement auparavant un lieu de musique et qui connaît des aventures pénibles depuis 20 ans, puisque régulièrement le projet est remis à plat, ne trouve pas son public. Donc c'est un trou financier qui est perpétuellement comblé par les subventions d'État, avec des programmations. Vous nous avez cité les différents projets. C'est systématiquement la gauche la plus fragile, la gauche la plus intersectionnelle, la gauche la plus acquise à toutes les idées foireuses de diversité, et avec des acteurs et des actrices qui sont d'ailleurs médiocres. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand nom. C'est vraiment la petite poussière des associations et des artistes stipendiés qui se retrouvent pour jouer dans la cour des grands en étant absolument certains d'être, subventionnés jusqu'à la moelle sans réel public et sans réelle audience. Alors ça c'est en effet le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment un théâtre populaire, comme ce sont des gens de gauche mais qui n'aiment pas trop frayer avec la population, qui préfèrent en effet les happy few, excusez-moi pour l'anglicisme. Non mais ça va bien avec la manière dont ils parlent eux-mêmes. Exactement, c'est un sabir international, et c'est vrai que c'est un art un peu désincarné, un peu réservé à une élite et qui ne vit que en effet de subventions. Alors moi je suis pas opposé fondamentalement à ce que l'État subventionne les arts et lettres dans le pays, mais il faudrait qu'il y ait quand même un lien en effet avec des résultats un peu concrets et une ouverture à des publics très divers. C'est ça qui est assez curieux et un peu navrant dans l'art actuel, l'art en tout cas subventionné, l'art officiel, l'art institutionnel, c'est que c'est un art qui se veut de gauche, mais c'est un art qui est finalement extrêmement bourgeois. C'est un art qui ne parle plus à la population. Je pense que si on faisait un sondage dans la rue en demandant aux gens s'ils connaissent la programmation ou s'ils ont déjà mis les pieds à la Gaîté Lyrique, on aurait très peu de réponses positives. Et donc c'est un art élitiste, bourgeois, mais à prétention universelle, inclusif. Alors c'est inclusif pour le lointain, mais c'est pas inclusif en tout cas pour la population française. Et quand on va sur le site de la Gaîté Lyrique, c'est un festival. La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la ville de Paris, entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Oui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Et comment est-ce que tu fais pour... Mais il y a tous les mots. C'est ça, on a l'impression... Il y a tous les mots-clés. C'est une sorte de... Il manque juste antifasciste à un moment donné, mais enfin, c'est peut-être ça, sans doute, l'urgence démocratique. Voilà. Oui, l'urgence démocratique, c'est évidemment la résistance à la montée de l'extrême droite. Et donc, évidemment, les événements à venir, c'est le festival Viva Villa. Alors, donc, quand il ne parle pas anglais, Viva Villa est précédé comment ça s'appelle, du point d'exclamation inversé. Donc, il parle comme les hispaniques. Et donc, c'est un concert-performance pour célébrer la création contemporaine. Rendez-vous annuel dédié aux artistes, créatrices et chercheuses issues de résidences artistiques françaises à l'étranger. Oui, bien sûr. Tout en écriture inclusive. J'avais oublié de le préciser, mais c'est difficile à retranscrire à l'oral. Et c'est effrayant parce que de temps en temps, ils renoncent à eux-mêmes. Au lieu de dire visiteureuse, ils disent visiteur, visiteuse. Venez découvrir ces résidences. Non, mais c'est pas facile, c'est très difficile d'écrire en écriture inclusive. C'est impossible. J'en parlais avec quelqu'un qui m'avait expliqué que on lui avait demandé de rendre son texte un peu plus inclusif. Et donc, il avait pris un manuel d'écriture inclusive et il avait rédigé tout le texte en écriture inclusive. C'était évidemment rigoureusement incompréhensible. Les promoteurs de l'écriture inclusive se contentent de faire un .e, .s de temps en temps où voilà, on est créatrice.
Mais quand on écrit réellement en écriture inclusive, voilà, même une intelligence artificielle n'arrive pas à restituer le texte en français. Et son éditeur avait fini par renoncer, en fait. Parce que ce camarade avait très habilement mis en avant que, évidemment, il jugerait toute censure de cette inclusivité particulièrement fasciste. Et donc, il était prêt à alerter les représentants des associations prêts à s'émouvoir. Et le type avait dit, bon, écoute, laisse tomber le point médian. Voilà, on va écrire ça en français, on verra bien comment ça se passe derrière. Cette gaieté lyrique, vous l'avez rappelé, voilà, elle est envahie par 200 puis 400 migrants qui pillent l'établissement. Et évidemment, quand ils sont sortis, vous imaginez ce qui se passe quand il y a 400 personnes dans un lieu avec des toilettes prévues pour 10, et surtout 10 personnes qui sont en train de vaquer dans les salles d'exposition et non pas de s'installer pour cuisiner de quoi se nourrir à l'ordinaire. Le quartier lui-même avait été ravagé, si je ne m'abuse. Oui, il y a eu beaucoup, évidemment, de problèmes dans le quartier, notamment avec les commerces avoisinants qui ont perdu beaucoup de clientèle, parce qu'évidemment, ces 400 migrants, ils ne restaient pas en permanence à l'intérieur. Ils se répandaient sur les trottoirs, ils embêtaient les clients, et notamment d'un bar, café, brasserie qui jouxtait quasiment la gaieté lyrique, et dont la patronne avait fait plusieurs appels au secours, parce que elle était en train de perdre tout son chiffre d'affaires et d'être en véritable difficulté. Et c'est ça aussi ça n'avait pas du tout ému les associations anti-racistes, etc., qui s'intéressent pas trop au sort des gens qui travaillent, apparemment. C'était amusant d'ailleurs, parce qu'en plus cette dame était d'origine étrangère. C'était quelqu'un qui était une immigrée de la 2e ou 3e génération, donc qui s'était intégrée, qui avait du travail et qui était mise en danger. Son activité était mise en danger par justement la présence totalement illégale, évidemment, de ces délinquants. Parce qu'il faut rappeler qu'un migrant clandestin, c'est un délinquant, c'est quelqu'un qui est rentré dans le pays en enfreignant la loi. C'est pas à la base uniquement une victime, comme on aimerait nous le faire croire nos chers amis gauchistes. Donc oui, il y avait eu beaucoup de perturbations dans le quartier, et la plupart des voisins ont été très soulagés du règlement, en tout cas temporaire, de cette affaire. On pourra noter aussi quand même qu'il a fallu 100 jours pour que une décision soit enfin prise et qu'il y ait eu cette évacuation. C'est quand même assez alarmant, je trouve, sur la capacité de réaction des pouvoirs publics. Mais vous l'avez souligné, qui était évidemment, la mairie de Paris était très ennuyée. La mairie de Paris était très, très ennuyée, mais elle s'est vite retournée en disant que c'est un problème qui dépend de la préfecture de police, qui ne dépend pas de la mairie. Et elle s'était dédouanée sur le gouvernement, c'était déjà le terrible monsieur Bruno Retailleau, pourtant qui était au ministère de l'Intérieur. Il n'a pas montré une grande efficacité, en tout cas une grande promptitude dans le règlement de ce dossier. Alors peut-être que ça l'amusait d'embarrasser un petit peu Anne Hidalgo. Moi, je pense qu'il y avait le plaisir pervers de lui faire manger le brouet qu'elle sert d'habitude aux autres. C'est en effet peut-être, mais bon, c'est un peu rude pour le voisinage et pour les habitants du quartier quand même. Mais les habitants du quartier vont pouvoir être consolés. Je suis sur le site de la Gaieté Lyrique. Faites vivre les liens avec le quartier. La Gaieté Lyrique vous invite à participer à l'animation du quartier. Alors, pas à base de migrants déferlant chez vous et vous empêchant évidemment de sortir ou d'acheter quoi que ce soit. Non. Cet automne, en collaboration avec les conseils et régies de quartier, la Gaieté Lyrique vous propose de participer à la revalorisation du square Émile Chotan via le budget participatif et de redécouvrir le quartier à l'occasion des Journées du patrimoine et du World Cleanup Day. Ah, magnifique. Je ne connaissais pas l'existence de ce World Cleanup Day, mais je le note dans mon agenda. Oui. Xavier, je crois que parfois on est un peu enfermé dans nos bulles de haine. On n'est pas capable d'accueillir l'autre. Alors que là, par exemple, je lis l'article « Penser l'avant, P-A-N-S-E-R, penser l'après, P-E-N-S-E-R ». Après quelques mois de fermeture, la culture, gna gna gna, le soin des autres, accueillir les artistes, les publics, les habitants.es, les personnes vulnérables avec attention et gentillesse, dans un espace où chacun et chacune peut trouver sa place.
le soin du lieu, alors on aurait dit où chacun et chacune peuvent trouver leur place, mais ça, on ne va pas non plus exiger. Non, C'est ou l'écriture inclusive ou la grammaire. Voilà. Bon. Le soin de la démocratie à la Gaîté Lyrique, on crée des espaces où la parole circule, où l'on débat, où l'on questionne ensemble le monde qui vient. Je vous propose, Xavier, si on allait nous aussi ouvrir un espace à la Gaîté Lyrique pour faire circuler la parole. J'aimerais bien questionner le monde. Cette phraséologie est quand même fascinante parce que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment du charabia, mais qui fait bien. C'est vrai que ça fait sérieux, ça fait ouvert, ça fait artistique. Alors que si on se penche vraiment sur ce que ça veut dire, c'est rien, c'est du vent. Ce que je trouve encore plus fascinant, c'est quand même cette capacité qu'ils ont à rejeter le réel en dehors de leur vision, de leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils viennent quand même d'avoir une confrontation assez violente avec le réel et la conclusion finalement de leurs utopies idéologiques, mais ça les fait pas changer d'un iota. Non. Et c'est ce qui m'amuse parce qu'on a beaucoup dit dans le passé, finalement la confrontation réelle nous donnera raison, donc les gens vont changer d'opinion, donc les gens vont changer de vote, parce qu'ils seront confrontés à des problèmes concrets dans leur quotidien. Et on s'aperçoit en fait que c'est assez faux. L'idéologie de ces gens, en tout cas, reste plus puissante que leur confrontation réelle. C'est-à-dire qu'en fait, cette parenthèse, ils vont l'oublier complètement. Ça ne va absolument pas faire évoluer leur vision sur l'immigration, sur les problématiques que ça pose, et ils vont repartir dans leur lubie. Donc la confrontation réelle ne suffit pas. L'idéologie est vraiment ancrée à un niveau qui est tout à fait impressionnant, et je pense que ces gens ne changeront jamais, en fait. Vous avez raison, et ils le disent. En fait, vous avez prononcé plusieurs fois le mot « réel », et je pense que c'est ce qui signe de la façon la plus ignominieuse le fascisme rampant qui anime toute votre pensée, car eux, ils ne sont pas là pour se prendre en compte le réel. Aujourd'hui, nous ne renonçons à rien. Nous continuons à rêver, à inventer, à fabriquer l'époque. Ce sont des démiurges. Ils ne sont pas du tout là pour prendre en compte le réel. Ils sont là pour rêver le réel. Ils sont là pour inventer demain. Ils sont là pour fabriquer l'époque. Et ce qui est remarquable, c'est que ce qui ne fabrique pas n'existe pas. Non, et en fait, ils vivent dans un monde imaginaire et ils veulent façonner l'avenir et le monde en fonction de cet imaginaire, encore une fois, totalement désincarné. Et ils ne supportent pas les intrusions de la réalité dans leur modèle. Parce qu'en plus, l'avantage pour beaucoup de ces gens, c'est qu'en fait, à part, en effet, quand il arrive ce genre d'événement, ils ne sont pas confrontés spécialement au réel. Ils vivent entre eux, ils vivent dans des quartiers protégés, donc ils peuvent s'entretenir dans cette illusion de monde parallèle dans lequel ils se plaisent à vivre. Et en effet, quand ils sont rappelés à l'ordre, en fait, on ferme les yeux, on oublie et on repart de plus belle. C'est tout à fait fascinant. Mais vous savez, c'est un peu comme les professeurs. Les professeurs dans les écoles, les collèges qui sont confrontés à des choses totalement inimaginables, à la violence, à la baisse de niveau tragique, à des agressions, à des viols dans les établissements scolaires, à des choses absolument abominables, et qui continuent dans l'utopie du collège pour tous, de l'accueil de tout le monde. Donc là aussi, on est dans la négation de la réalité. Je crois que c'est parce que ce serait trop douloureux pour eux de remettre en cause leurs croyances. Ça fait depuis leur plus tendre enfance qu'ils ont un modèle idéologique. Remettre en cause ce modèle idéologique aujourd'hui, ce serait renoncer à tout ce qu'ils ont fait durant leur vie, tout ce qu'ils ont pensé durant leur vie, et parfois même sur plusieurs générations. Et donc, ils préfèrent continuer à foncer dans le mur plutôt que d'admettre qu'ils ont pu se tromper et avoir tort sur ces sujets-là. Ils ne se tromperont pas. Je suis sur le site du Fonds régional d'art contemporain de la région Aquitaine qui annonce fièrement les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine. Alors voilà, vous allez peut-être ce samedi et dimanche aller à l'Élysée pour admirer les lambris dorés et redorés par Madame Brigitte. Et eux, c'est la journée européenne du patrimoine et du matrimoine. Alors, ils changent le nom de la manifestation officielle parce que c'est pas assez intelligent. Et voilà, ça, c'est le site du FRAC MECA, Fonds régional d'art contemporain de Nouvelle-Aquitaine, avec des choses épatantes comme Aïta, fragment poétique d'une scène marocaine, avec les œuvres de Sarah Wadou, Amina Aghesné et Khadija El Ayabad. C'est le titre de l'exposition Aïta, signifiant cri,
Appel en darija, dialecte marocain, s'inspire de la série photographique Le Chant de l'onde de l'artiste Mohsin Haraki, acquise par le FRAC Mecca en 2019, comme un hommage à Ada Al-Gaïta, dite Karboucha, célèbre chanteuse marocaine engagée de la fin du 19e siècle. Mohsin Haraki puise dans ses poèmes pour composer des vers qu'il écrit sur 7 pierres du Lot. Extraordinaire, extraordinaire. Eh oui, l'histoire singulière et fascinante de cette femme puissante devenue, malgré son analphabétisme, une figure de résistance contre le pouvoir établi, ainsi que l'histoire riche et complexe de l'art oratoire de l'Aïta, forme d'improvisation poétique. Et alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils sont en train de nous rebattre les oreilles avec cette source précieuse d'inspiration populaire, poétique et politique, parce que ça vient de la dynastie almohade vers le XIIe siècle, mais à l'idée que dans le Fonds régional d'art contemporain de la Nouvelle-Aquitaine, on ait les traditions orales du Périgord. C'est trop flou. Mais oui, vous voulez, on peut pas... voilà. Et non, là, en fait, la trentaine d'artistes réunis, .es, par la commissaire d'exposition Sonia Recazins dans l'exposition, mettent en lumière l'incroyable inventivité des traditions orales marocaines. Un art de conter et de se raconter marocain aiguisé comme un outil d'émancipation et de lutte au Maroc. Mais surtout, mais ne nous mettez pas sous les yeux la moindre chose qui nous rappelle la France. C'est ça qui est fascinant, c'est ce désir d'ailleurs et ce désir de toujours mettre en avant le lointain avant le proche. Je doute pas, c'est peut-être tout à fait. C'est peut-être intéressant. C'est tout à fait intéressant. Moi, j'ai envie de voir des pierres du Lot avec des poèmes marqués dessus. Ça peut être tout à fait intéressant, mais c'est en effet le systématisme qui est un peu fatigant. Et cette volonté, en plus, c'est vrai, comme vous le soulignez, de valoriser les traditions, c'est valorisable partout sauf chez nous, quoi. Quand on valorise ces traditions en France, on est suspect de nationalisme de racisme, de rejet de l'autre. Mais par contre, toutes les autres traditions de tous les peuples indigènes de la planète, c'est formidable. Donc c'est quand même cette dichotomie est un peu difficile à supporter. Moi, je suis sûr, encore une fois, qu'il y a des choses passionnantes dans ces musées, mais en effet, qu'une part soit faite aussi à notre patrimoine et à notre matrimoine local serait assez bienvenu. Merci d'avoir sacrifié un matrimoine. J'attends que la revue Éléments en parle dans des termes élogieux. En plus, je crois pas qu'il y ait une seule femme qui puisse trouver ça, valorisant. Cette invention d'un langage féminisé, mais qui est en fait ridicule, qui fait rigoler tout le monde. Je trouve pas ça. Je pense que c'est plus humiliant en fait pour les femmes que valorisant ou équilibrant ou je trouve ça totalement délirant parce que c'est grotesque. Ça donne envie de rire à n'importe quelle personne normale. On lui dit matrimoine, mais ça de quoi vous parlez? Ça n'a aucun sens. Donc je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression qu'il se tire en plus une balle dans le pied en s'enfonçant de plus en plus dans le grotesque. Et les gens normaux, entre guillemets, quelle que soit leur coloration idéologique, ça les fatigue, tout ce charabia et toutes ces... Enfin, ils voient bien que c'est pas parce qu'on dit patrimoine que les femmes sont humiliées et qu'on peut pas mettre en avant les œuvres de femmes au sein du patrimoine. Enfin, ce qui est fascinant, c'est cette invention d'une langue pour décrire, plutôt renommer les choses, et sous prétexte d'inclusivité, on exclut tous ceux qui n'ont pas les clés de ce nouveau langage. Oui, encore une fois, déjà les pauvres élèves français ont du mal à lire en français traditionnel, classique, donc en plus on leur met une difficulté supplémentaire s'ils doivent se farcir des textes en langage inclusif, comme on dit, alors que c'est pas du tout un langage inclusif, justement. C'est encore une fois, c'est un micro-milieu qui se parle à lui-même. Vous sortez de Paris, vous sortez des rédactions parisiennes, tout le monde s'en fiche. Je veux dire, il n'y a pas Oui, dans certaines entreprises, ils ont essayé de demander à ce qu'on écrive un peu en écriture inclusive. Ça faisait perdre un temps et une productivité telle qu'ils ont évidemment renoncé parce que eux, ils s'intéressent au réel, parce qu'il faut faire marcher et on n'a pas de temps à perdre à passer 20 minutes à écrire un mail qu'on écrivait en 5 minutes quand on l'écrivait en français à peu près correct. Donc je pense vraiment que ça concerne très peu de gens, mais malheureusement c'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on entend, parce que c'est eux qui ont accès aux médias, c'est eux qui sont mis en avant. Mais finalement, j'ose espérer que c'est très dérisoire et que ça passera assez rapidement quand même. Xavier Aimant, il nous reste 5 minutes. Ça vous dérange si on parle de Robert Redford ?
Non, pas du tout. Je connais assez peu son œuvre, sa vie et son œuvre, mais c'était une grande, en tout cas, une grande personnalité du cinéma, bien sûr. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné, c'est voilà, donc il était démocrate, donc il est mort à quasiment 90 ans, grande figure du Parti démocrate. Il a créé un festival du film indépendant, Sundance. Il a tourné des films où il met en scène des petits héros du quotidien américain. Mais justement, par exemple, c'est Et au milieu coule une rivière. Qu'il éloge de la pêche à la truite dans la grande nature américaine. Le gauchisme américain est capable, en fait, de s'enraciner lui aussi. C'est-à-dire, contrairement aux gens de la FRAC Nouvelle-Aquitaine qui vont chercher quelqu'un au Maroc pour écrire des poèmes sur des pierres du Lot, Robert Redford, tout en étant un gauchiste invétéré, passait sa vie à célébrer les petits, les gens de rien, ceux qui se battent contre les gros, mais qui on pourrait dire que quand on est de gauche, c'est assez normal. Une vraie gauche, elle est censée être quand même du côté plutôt des petits contre les grands et de défendre la façon de vivre des gens simples. Donc ça paraît pas incohérent. Et puis, il faut faire attention parce que démocrate aux États-Unis, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de nuances différentes dans la gauche, et chez les démocrates, il y a certains élus, notamment dans les États du Sud, qui passeraient pour des gens quasiment d'extrême droite s'ils étaient en France. Donc, les réalités politiques américaines sont quand même très différentes des nôtres. Et vous pouvez avoir en effet des gens qui sont démocrates et qui ont des postures assez conservatrices. Et je pense que c'était en effet un peu son cas. Mais quand on a une fibre sociale, moi, ça me paraît pas du tout incohérent. Hein. C'est plutôt la nouvelle gauche qui elle, est totalement coupée de ses racines, justement, ouvriéristes, sociales, qui ne s'intéresse plus à son peuple, mais cherche un peuple de remplacement, qui a un problème. Mais je trouve la position de Robert Redford assez conforme à, en effet, une certaine idée de la gauche, d'une gauche patriote qui a existé, d'une gauche enracinée, d'une gauche soucieuse du petit peuple, parce que c'est quand même à la base, c'était censé être son rôle. Et là, non. Robert Redford, évidemment, comme tous les gauchistes, a fini par être bien absorbé par la machine hollywoodienne. Il a terminé en jouant le rôle du méchant blanc dans les films de la série des Vengeurs, les Avengers, donc voilà, dans l'univers de Marvel. Voilà, il a joué dans des Marvel, ça j'ignorais. Oui. Non, mais en fait, le gauchiste américain se recycle assez facilement. Hein. Voilà. Oui, c'est pas les pages les plus glorieuses de sa carrière. Voilà, il avait une belle présence à l'écran. Mais enfin bon, mais vraiment, il n'y a rien. Butch Cassidy et le Kid. Mais qu'est-ce que vous faisiez en 69? Moi, je me souviens surtout de ces films politiques sur l'affaire des écoutes c'est les hommes du président, non? Oui, c'est ça. Ouais, les trois jours du Condor. Les 3 jours du Condor. Ça, j'ai vu. Voilà, les bons films paranoïaques où la CIA est capable de massacrer les citoyens américains sur le sol américain. Oui, ce qui n'est pas très paranoïaque, ce qui me paraît assez réaliste, non? Ça vous semble moi, je ne serais pas surpris que ce soit des méthodes assez... C'est de la fiction, Xavier Aimant. Jamais aucun barbouze n'a jamais existé dans aucun pays démocratique. Aux États-Unis. Voilà. Il ne s'est rien passé. Voilà. Robert Boulin est vraiment mort, suicidé par lui-même dans 15 cm d'eau tout seul. Les mains dans le dos. Un accident bête. Mais oui, un accident bête. Voilà, il s'est acharné. On peut pas le dire autrement. Robert Redford, j'étais persuadé que vous adoriez le cinéma et que vous allez me parler de Out of Africa. J'aime beaucoup le cinéma, mais je connais beaucoup mieux le cinéma français que le cinéma américain. Ça m'apprendra de jouer les malins. C'est mon tropisme peut-être. Je m'y intéresse quand même parce que c'est difficile d'aimer le cinéma sans s'intéresser au cinéma, mais je connais assez peu. Voilà. Vous savez que Robert Redford en iranien signifie homme génial. C'est devenu quasiment un nom commun en fait. Ah bon? Oui. Donc l'exportation du modèle culturel en Iran a été remarquable. Bon, alors peut-être que depuis que Khamenei est au pouvoir, Robert Redford a moins de visibilité. Dans les années 70 à 90, c'était vraiment devenu un mot de la langue iranienne. Voilà, donc c'est amusant. Voilà, c'est comme si Alain Delon avait fini par passer dans le langage courant au Japon, quoi. Moi, ça doit être quasiment le cas. C'est quasiment le cas. Merci beaucoup, Xavier Aimant. Merci à vous pour votre invitation. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie. À bientôt.